La fin de la saison de la LNH. Le moment où tout est possible. Un espèce de shot Schrödinger où tout le monde semble à la fois disponible et non disponible. Et évidemment, ça amène son lot de transactions farfelues ou idées de grandeur de la part de tous les partisans et analystes. Et si vous voulez mon humble avis, il n'y a absolument rien de mal à ça. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça fait plusieurs vidéos au sujet de potentiels mouvements de personnel que je publie et je me suis rendu compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un contenu pour revenir sur vos commentaires, réactions et ou transactions que vous voudriez voir. Alors, c'est ce qu'on fait cette fois-ci. J'ai noté certains des commentaires qui ont généré le plus de réactions, que ce soit des likes ou des réponses, sur mes dernières vidéos YouTube. D'ailleurs, toutes les vidéos d'où proviennent les commentaires en question sont disponibles en description sous ce contenu. Ça va être axé très canadien aujourd'hui. N'hésitez pas, en plus d'un commentaire habituel sur peu importe ce qui est dit dans les prochaines minutes, à laisser en plus un commentaire, une question, peu importe, sur un potentiel mouvement de personnel ailleurs dans la LNH que vous croyez qui peut survenir ou que vous aimeriez voir, et on fera le même exercice là, dans les prochains jours avec vos réactions sur des potentielles transactions ou mouvements de personnel, parce que sait-on jamais, ça peut être juste des choix de repêchage ou des agents libres. Donc ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey. On commence au sujet de l'acquisition d'un vétéran défenseur, Big Dave, 56-78. Allô Big Dave, qui dit « Ekblad », double point d'interrogation. J'ai pas mentionné personnellement Aaron Ekblad dans cette vidéo-là au sujet de l'acquisition d'un défenseur vétéran. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter cette vidéo-là, de 1, allez l'écouter. De 2, c'est que je crois qu'avec la perte de David Savard, même si le Canadien a beaucoup de bons jeunes joueurs en défense, pour moi, ce serait important de faire l'acquisition d'un vétéran défenseur. Et non, je le disais, j'ai pas mentionné Aaron Ekblad pour quelques raisons. La première, c'est que personnellement, je suis encore convaincu au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on est présentement en finale de la Coupe Stanley, qu'Ekblad va demeurer avec les Panthers. Par contre, il n'y a rien de garanti. Les Panthers ont des décisions importantes à prendre cet été, autant qu'Ekblad que Sam Bennett deviennent agents libres. Dans ma tête, Sam Bennett va partir, Aaron Ekblad va rester des défenseurs droitiers de la trempe d'Aaron Ekblad, même si, soyons honnêtes, il est jamais devenu là, vraiment pleinement le défenseur qu'on pensait qu'il allait être lorsqu'on l'a repêché premier au total en 2014 chez les Panthers de la Floride. Mais quand même, c'est un très très bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey encore à ce jour. Et si jamais il avait à devenir agent libre sans restriction, le Canadien, à mon humble avis, n'aura pas ni l'envie ni les moyens de payer Aaron Ekblad, justement en raison du prix que ça va coûter. C'est un défenseur qui va aller chercher quoi? Minimum, à mon avis, 8 millions par saison. Puis je pense vraiment que j'y vais dans le bas à 8 millions. Ekblad a une bague de la Coupe Stanley au moment où on se parle. Il va peut-être en gagner une deuxième. Ça se pourrait très bien aussi qu'ils se disent all-in sur l'argent. Et même à 8 millions, est-ce que les Panthers ont vraiment pas les moyens de lui offrir ça? Bref, pour moi, Aaron Ekblad, ce n'est pas un joueur qui est disponible pour le Canadien de Montréal. Je peux me tromper simplement en raison du prix et aussi du fait que je pense qu'il demeure en Floride. Why Gardos? Bonjour. Ça fait une couple de mois que je rêve de voir Gavrikov à Montréal, un top 6 Hudson Gavrikov, Goulet-Carrier, Matheson Reinbacker. L'année prochaine, ce serait top tier. Wow, buddy. Top tier? Bon, t'as dit top tier, pas elite tier. Ce serait définitivement bon tier. Il y a quelques trucs sur ce que tu viens de mentionner. D'abord, je note que ni Herbert Jacquet ni Jayden Struble sont dans ton top 6. Ceci étant dit, moi aussi, je pense que Gavrikov viendrait vraiment stabiliser la défense du Canadien de Montréal. Je crois que, effectivement, à la droite même de Lane Hutson, est-ce que c'est vraiment là où je le placerais? Ben, l'affaire, c'est que, vois-tu, je suis en d'accord avec la première partie du commentaire strictement au sujet de Gavrikov en tant que tel. Plus j'y pense, plus je crois que ce gars-là va coûter très cher et que le Canadien n'a peut-être pas les moyens, ou du moins, même s'il a les moyens, c'est peut-être pas là où il va vouloir dépenser son argent. Mais d'un point de vue strictement hockey, Gavrikov, pour moi, oui, ce serait un joueur parfait pour le Canadien de Montréal. Ceci étant dit, je suis pas autant convaincu que toi que David Reinbacker se taille une place avec le Canadien dès le début de la saison.
en raison de la blessure au genou qui l'a affecté. Il a été bon à son retour à linebacker. Après ça, plus les séries avançaient dans la Ligue américaine de hockey, plus je trouvais ça peut-être difficile pour lui, mais en même temps, ça a été la même chose pour le Rocket de Laval dans son ensemble. Il faut dire que la perte de certains défenseurs avec un peu plus d'expérience chez le Rocket a vraiment rendu les choses difficiles en finale de conférence où on s'est fait passer le coup de balai par les Checkers de Charlotte. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que David Reinbacher va être un membre à part entière du Canadien. Peut-être quelque part à partir du mois de décembre, janvier 2025, si c'est en décembre 2026, si jamais c'est rendu en janvier. Bref, je pense que Reinbacher va faire partie du top 6. Plus la saison va avancer, si jamais le Canadien a à faire les séries, je pense que Reinbacher va y être comme 6e défenseur. Je pense pas, par contre, à moins d'une belle surprise, qui, soyons honnêtes, serait pas la plus grosse surprise du monde, là. Je pense pas qu'il va se tailler un poste dès le jour 1 avec l'équipe. Je pense qu'on va vouloir encore lui donner des matchs avec le Rocket de Laval, à moins bien sûr qu'il gagne sa place. Si Reinbacher force la main des dirigeants du tricolore, de 1, ça va être une excellente nouvelle. S'il le fait en raison de la qualité de son jeu, là, je veux dire, si c'est parce qu'il y a eu 2 gars de blessés ou d'autres joueurs qui ont vraiment pas bien fait, ça c'est une autre histoire. Mais s'il se taille une place strictement parce qu'il ne donne pas le choix aux dirigeants du Canadien de le garder, ça va être une très très bonne nouvelle. Et effectivement, dans ce contexte-là, la défense que tu as nommée, je trouve encore que top tier, c'est fort, là, mais ce serait une défense, effectivement, d'équipe peut-être repêchée dans l'association de l'Est l'année prochaine. Jack BK7IB. Quel nom! C'est pas une bonne idée de mettre des défenseurs gauchers du côté droit. Ça complique la tâche à tout le monde sur la glace. Un jour ou l'autre, on va devoir trouver un autre droitier. C'est inutile de signer Matheson quand on a déjà Hudson Goulet, Jacky et Struble qui sont tous plus jeunes que Matheson. Oui, mais dans le cas de Jacky et Struble, jusqu'à preuve du contraire, Matheson est meilleur qu'eux. Et aussi, c'est vraiment rendu quelque chose de surfait, cette idée-là qu'il te faut absolument 3 gauchers et 3 droitiers. D'abord, regardez les 2 équipes qui sont présentement en finale de la Coupe Stanley. Les 2 ont simplement, au moment où on se parle, 2 droitiers réguliers en défense dans leur formation. Du côté des Panthers de la Floride, c'est Aaron Ekblad et Seth Jones. Du côté des Oilers d'Edmonton, Evan Bouchard et Sabouche Baum, ainsi que John Klingberg, maintenant qui est là sur la 3e paire. Il y a 4 gauchers. C'est quelque chose qui est nouveau. Et je vais vraiment essayer de vous retrouver l'article en question que j'avais lu à ce sujet. Parce que je trouverais ça important de mettre le lien dans la description. Donc, allez voir si j'ai réussi à le retrouver, parce que ça date quand même, là, c'était cet hiver. C'est une belle et longue analyse détaillée, avec beaucoup de données. On a analysé là, les paires gaucher-gaucher, les paires gaucher-droitier dans la LNH pour voir, c'est vrai ça, cette histoire-là? Et la réponse est non ou minime. Il n'y a pas de données quantifiables qui justifient effectivement de dire que les paires gaucher-droitier sont largement meilleurs que les paires gaucher-gaucher. Autrement dit, si t'as, je sais pas moi, dans leur prime, Niklas Lidstrom et Duncan Keith, mettons, ben t'étais mieux avec Lidstrom et Duncan Keith que de prendre un moins bon défenseur droitier, puis tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, j'ai pris des cas extrêmes, là, à mon avis, probablement les 2 meilleurs défenseurs de leur génération, ou presque. Dans le cas de Keith, c'est débattable. À mon avis, dans le cas de Lidstrom, ça ne l'est pas. Donc oui, en théorie, là, c'est mieux. Si t'es capable d'avoir Kel McCarr, puis d'avoir à sa gauche le meilleur défenseur gaucher, idéalement défensif possible, tu fais ça. Mais c'est surfait. Pourquoi? C'est parti, ça, de Mike Babcock, en fait, quand il composait ses équipes Canada il y a plusieurs années. Puis c'est comme tout le monde s'est comme rendu compte que, ben ouais, dans un monde idéal, tu prends un meilleur gaucher, tu prends un meilleur droitier, t'es mis ensemble. La réalité est que dans le hockey, t'as plus de gauchers que de droitiers. Bon, c'est le contraire du 3/4 des sports, mais c'est parce qu'au hockey, on appelle ça gaucher parce que la palette est à gauche, puis en réalité, c'est que ta main forte, c'est la droite. Là, mais bref, anyways. D'où le pourquoi il y a plus le gaucher au hockey, alors que dans le monde en général, il y a moins de gauchers. Là. Ça, c'est vraiment pas tant pertinent ce que je viens de dire là, désolé. Bref, toute leur vie, les équipes de ces joueurs-là ont été composées, probablement en grande majorité, avec plus de gauchers que de droitiers. Fait que des gauchers qui jouent à droite, c'est vraiment pas rare. C'est aussi pourquoi c'est beaucoup plus rare de prendre des droitiers puis les mettre à gauche, ça arrive, mais eux sont dans la situation contraire, justement. La majorité de leur vie, il y était probablement moins de défenseurs droitiers au sein de leur formation, donc eux, t'es mettais à droite, c'était réglé, tu prenais les gauchers, t'en envoyais un à droite, et ils n'ont jamais vraiment eu à aller de l'autre côté, à gauche, à part bien sûr ceux qui ont des bonnes bombes pour être du bon côté en avantage numérique pour le tir sur réception. Bref, dans un monde idéal, oui. Tu vas te chercher des défenseurs droitiers, mais c'est pas aussi primordial que le laisse croire ton commentaire. C'est pas aussi non plus primordial que on met l'emphase là-dessus ces dernières années dans la Ligue nationale de hockey. Donc, dans un monde idéal, oui, si t'es capable, à talent égal, va chercher plus de droitiers, mais
échange pas un défenseur gaucher pour un moins bon droitier. Fais pas une brigade défensive qui fait bien. Puis là, je parle pas nécessairement de celle du Canadien en tant que tel, là, parce que soyons honnêtes, il y a encore beaucoup de choses à améliorer défensivement chez le Canadien de Montréal. Mais, exemple, si tu as le choix entre Gavrikov, juste pour rester sur son cas, et un moins bon défenseur droitier, tu prends Gavrikov. Si tu penses encore que Mike Matheson, là, je parle pas de toi, là, je parle de l'organisation du Canadien, lorsque son contrat vient à échéance, va t'offrir encore des meilleurs services en étant là, idéalement rendu là sur la troisième paire, quitte à garder Caden Goulet à droite, exemple de Lane Hudson, parce que la paire Hudson-Goulet, justement, en est une qui a fait très bien la saison dernière. Ben, t'es mieux de faire ça que de remplacer Matheson par un moins bon défenseur droitier, ou, comme tu le suggères, Xhekaj ou Struble, peut-être qu'ils vont continuer de devenir meilleurs, mais personnellement, je le répète, à ce moment-ci, Matheson est encore meilleur que ces gars-là. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi! Oui, toi, aventurier de l'Internet. Merci d'avoir pris quelques minutes de ton temps et d'avoir cliqué sur une vidéo de ton boy. Je l'apprécie énormément. Si c'est la première fois que tu es ici, eh bien, si tu fais prendre 0,5 secondes de ton temps et d'abord aimer la vidéo et ensuite, abonne-toi. Ça coûte absolument rien et tu vas aider ton boy dans l'objectif qu'il s'est donné en 2025, c'est-à-dire d'atteindre les 20 000 abonnés. On est des créateurs de contenu indépendants sur YouTube. Chaque petit clic de la sorte, qui, je le répète, ne coûte absolument rien, est important. Et si tu le fais pas, c'est correct. Je comprends. Il n'y a pas de mal à ça. Mais sache que tu as fait de la peine à Pikachu. Veux-tu ça? Pense pas, moi. Jas Saglas. Salut, Jas. Est-ce que Jacob Trouba serait intéressant? 6 pieds droit, droitier, robuste, amène du leadership. Contrat d'1 an, 8 millions? Non. Non, blague à part, pour plusieurs raisons. De un, tu viens de le dire, oui, c'est juste 1 an, mais 8 millions. Veux-tu mettre 8 millions sur Jacob Trouba l'an prochain? Et là, si la réponse à ça est « Ouais, mais Anaheim peut garder du salaire », j'ai hâte de voir ce qu'Anaheim va faire cet été. Moi, je pense que Anaheim est une équipe qui va aspirer aux séries éliminatoires cette année. Et je vais être très, très surpris si on bouge Jacob Trouba pour garder une partie de son salaire. Ça, c'est un. Et de deux, ben, oublie pas, Jacob Trouba a voulu quitter le Canada pour retourner aux États-Unis. Dans son cas, semble-t-il que c'est pour le travail de sa femme. Regarde, qui suis-je pour juger le gars? Mais je serais très surpris qu'il accepte de revenir au Canada. Et là, dans son cas, sa clause, c'est pas tout à fait clair. Lorsqu'un joueur accepte de lever une clause pour aller à une autre formation, la nouvelle formation a le droit de dire on continue d'honorer ta clause ou non. Donc, ce bout-là, ce serait un peu nébuleux à savoir est-ce que Jacob Trouba aurait son mot à dire, mais personnellement, non, je pense pas que c'est une option pour le Canadien de Montréal. Je ne l'avais même pas considéré avant ton commentaire. C'est pas nono comme suggestion, mais en ce qui me concerne, non. Vous réagissez comment ça? Laissez-moi savoir en commentaire. Sébastien Carrière, 8825. Il faut un vétéran droitier numéro 6 avec comme première qualité d'être capable de se faire healthy scratch. C'est très drôle. Oui, ce serait pas ma première option personnelle. Je comprends d'où tu viens avec ça. Dans le sens où si les jeunes défenseurs du Canadien poussent, faut pas que tu aies quelqu'un qui soit un peu dans leurs pattes pour ralentir leur progression. Je pense que c'est de là que tu viens avec ce commentaire-là. Mais également, ça te prend un défenseur que si les jeunes défenseurs du Canadien ne poussent pas autant qu'on le voudrait, qu'ils soient capables d'être là match après match, dans des situations importantes, tuer des désavantages numériques. Donc, idéalement, je resterais peut-être avec des meilleurs défenseurs. Mais à titre d'exemple, je parlais de Coast DCC dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai dit qu'il est gaucher, mais c'est complètement mélangé avec Jamie Oleksiak. Coast DCC est bel et bien droitier. Merci à ceux qui l'ont souligné. Ça serait un candidat, oui, en effet, à être là et aussi healthy scratch. Puis, tu sais, je veux dire, CC, là, c'est un 6e défenseur. Nous faisons pas de cachette. Mais c'est un bon commentaire. C'est pas nono du tout. JF Bourbonnais, ceux qui ont chialé toute la saison contre Matheson ne connaissent tout simplement pas le hockey. Bon, à qui auriez-vous donné ces minutes de glace? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y aurait eu moins de revirements en faisant jouer davantage ceux qui n'étaient pas déjà au maximum de leur utilisation? Bonne deuxième partie du commentaire, moins bonne première partie du commentaire. Personnellement, j'aime pas quand on tombe dans le « t'es pas d'accord avec moi, ben tu connais pas le hockey ». Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi là, sur Mike Matheson. Je l'ai dit à plusieurs reprises que moi, je ne suis pas un détracteur de Mike Matheson. Je pense que ceux qui lui en veulent exagèrent grandement les carences de Mike Matheson. C'est que les carences de Mike Matheson sont plus spectaculaires. Et oui, il y a beaucoup de revirements. Oui, des fois, il en coûte. Mais dans son cas, je pense que c'est un cas de les plus sont mieux que les moins. Et là, je parle pas du différentiel là, de plus et moins, juste pour être clair. À long terme, moi, je le répète, là, je ne pense pas que Mike Matheson a une place avec le Canadien de Montréal. Ceci étant dit, pour la prochaine saison,
je reviens à un commentaire un peu plus tôt dans cette même vidéo qu'on a lue. Non, je pense pas que Jokai ni Struble sont en avance sur Madison à ce stade-ci. Loin de là. Allons maintenant au sujet des attaquants. Sébastien Carrière, un commentaire, lui, plus tôt dans la vidéo. S'il y a du grenouillage, c'est seul que j'ai jamais entendu cette expression-là, comme quoi Peterka est disponible, il faut absolument que le CH soit actif dans le dossier. Oui! Et je pense que le Canadien va être actif dans le dossier, ne serait-ce que de placer un appel. De toute façon, selon tout ce qu'on entend à travers la Ligue nationale de hockey, particulièrement de la part des insiders, c'est le cas. Le Canadien fait ses devoirs, le Canadien est toujours là, dans les discussions. Évidemment, J.J. Peterka, c'est un ailier. Je pense que ce serait sensationnel de le voir sur le flanc gauche avec Ivan Demidov sur le flanc droit et peu importe qui viendrait au centre de ce trio-là. Et justement, je mets l'emphase sur il est ailier. Parce que dans la vidéo dans laquelle il était question de J.J. Peterka, il y a quelqu'un qui a dit « Il est listé comme centre et ailier sur HockeyDB. Il a joué centre plus tôt dans sa carrière. » Oui, mais on va voir le nombre de mises en jeu qu'il a pris depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Et on ne parle pas d'un joueur qui est dans la Ligue nationale de hockey depuis 7 saisons. La quantité de bons joueurs offensifs qui sont centres avant d'arriver dans la LNH et qui ne sont plus centres dans la LNH est très élevée. Vous m'avez souvent parlé de Jordan Kyrou. Jordan Kyrou n'a jamais joué au centre dans la LNH. Jonathan Drouin. Je sais que c'est un exemple là, qui est un peu particulier avec tout ce que Jonathan Drouin a traversé à Montréal, mais on l'a vécu, ça. Prendre un gars qui avait été centre dans le junior, le ramener au centre parce que les qualités de Jonathan Drouin offensives sont plus du type qui relève habituellement d'un joueur de centre. C'est-à-dire que la plus grande qualité offensive de Jonathan Drouin, c'est sa vision du jeu, c'est un playmaker. Je pense que J.J. Peterka entre dans cette catégorie-là. Je pense que c'est un excellent fabricant de jeu, J.J. Peterka. Ivan Demidov va aussi entrer dans cette catégorie-là, quoi qu'il est aussi excellent pour marquer des buts. Mais bref, je pense pas que J.J. Peterka va jouer au centre dans la Ligue nationale de hockey à aucun moment. Et là, j'entends déjà des gens dire « Ouais, mais regarde Nick Suzuki. » Ouais, mais justement... Allez voir Nick Suzuki. Souvenez-vous, Suzuki, quand il est arrivé en 2019-2020, il a commencé à droite sur le 4e trio. Puis allez voir le nombre de mises en jeu qu'il a pris cette saison-là. Ça n'a pas été long avant qu'on se rende compte, wow, minute, ce gars-là, c'est un joueur de centre. Il va demeurer joueur de centre dans la Ligue nationale de hockey. Et ça a pris, une dizaine de matchs avant qu'on le mette au centre d'un trio et il n'est plus jamais ou très rarement retourné à l'aile après ça. Dès l'an 1 dans la Ligue nationale, on l'a placé au centre et il est devenu centre. Tim Stuchla, du côté des Sénateurs d'Ottawa, a passé pas mal l'entièreté de sa première saison à l'aile, mais bang, dès l'an 2, on a fait « Hey Tim, tu joues au centre. » Donc, ça se fait tôt, ces changements-là, et je dis pas que c'est impossible. Et il y a aussi des cas particuliers de joueurs qui passent une partie de leur carrière à passer de l'aile au centre, tout dépendamment de la formation, de l'équipe, qui est sous la main, qui est blessé, qui ne l'est pas. Le cas le plus facile à relever, c'est Steven Stamkos. En plus, Steven Stamkos, vu qu'il est droitier, même lorsqu'il était à l'aile de... j'ai juste Braden Shen en tête. Je sais pas pourquoi. Du côté du Lightning de Tampa Bay, ça, c'est très drôle. Braden Point, du côté du Lightning de Tampa Bay. Lui, il est gaucher. Fait que, tu sais, dépendamment de la mise en jeu, à gauche, à droite, territoire offensif, territoire défensif, ils peuvent permuter strictement sur les mises en jeu. Puis après ça, Stammer s'en va sur le flanc, etc. Je sais également que du côté du Kraken de Seattle, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de Jared McCann. Jared McCann est un gars qui se promène entre l'aile et le centre. Mais dans le cas de J.J. Peterka, depuis qu'il est dans la LNH, c'est un ailier. Ça fait quelques saisons maintenant. Et il est bon dans cette position-là. Donc, si tu fais l'acquisition de J.J. Peterka, c'est pas avec en tête que ici il va être un centre. J'en suis convaincu. Je peux être dans le champ. Ça arrive. Mais pensez-y pas trop. Et finalement, Tazer Zorva, 8-9-14, mon top 5. Thompson et Thompson. Ça a le mérite d'être clair. Écoutez, avec ce qui sort de Buffalo, je sais pas, vous avez peut-être vu passer là, le rapport comme quoi le corps de l'équipe voudrait quitter les Sabres de Buffalo. Honnêtement, je leur en veux pas. Malheureusement, l'organisation... Est-ce qu'on peut dire tourne en rond à ce point-ci? Je sais même pas c'est quoi la bonne expression à utiliser. L'information est tellement médiocre depuis longtemps. Je peux pas en vouloir. Tage Thompson, c'est un Américain. C'est un Américain qui, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, disons poliment qu'il aime beaucoup le président actuel. Et ceci n'est pas un commentaire politique de ma part, c'est simplement que les joueurs comme ça, règle générale, c'est ceux-là parmi les Américains souvent qui veulent pas trop venir jouer ici au Canada.
Sait-on jamais, je vous laisse vous faire une tête là-dessus. Je ne fais que vous laisser savoir là, qu'il y a ça du côté de Tage Thompson. Bien sûr, d'un point de vue strictement hockey, ce serait l'acquisition à faire du côté du Canadien de Montréal, ou du moins une des acquisitions là, qui est au sommet de la liste pour le Canadien. Personnellement, je continue de ne pas y croire. Je pense que les Sabres de Buffalo seraient vraiment, mais solidement niaiseux de pas faire de Tage Thompson et Rasmus Dahlin, les deux, puis mettons J.J. Peterka, en fait, là, puisqu'on vient de parler de Peterka, les joueurs sur lesquels tu bâtis pour finalement essayer de revirer ça de bord. Mais que voulez-vous? Sait-on jamais. C'est ce qui va conclure cette vidéo. Qu'as-tu pensé des différents commentaires des autres auditeurs? Laisse-moi savoir. N'oublie pas de me laisser également en commentaire une transaction, une question, quoi que ce soit, ailleurs, Ligue nationale de hockey, que tu aimerais qu'il soit abordé dans une prochaine vidéo. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'en veux plus? Clique juste ici et on se reparle. Ciao!